Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S309 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 25 novembre 2021. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format, photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec les journalistes spécialisés Bruno Labarbère et Louis Royer pour notre grande sélection des meilleurs hybrides de l'année 2021. Alors, on vous explique un peu comment ça va se passer. Nous avons décidé d'organiser notre sélection en fonction des différentes tailles de capteurs proposés sur les boîtiers de type hybride à objectif interchangeable. Le micro 4 tiers, le format APS-C, le format 24-36 mm et le moyen format. Dans chaque catégorie, nos invités vont vous proposer un ou deux appareils chez les différents constructeurs qui proposent des boîtiers. Pour le micro 4 tiers, on a Lumix, Olympus OM System. Pour le format APS-C, on a Canon, Nikon, Fujifilm, Sigma, Leica et Sony. Pour le 24-36 mm, on a Canon, Nikon, Sony, Lumix et Leica. Et enfin, pour le moyen format, on a Fujifilm, Hasselblad et Leica de nouveau. Alors évidemment, pour commencer, il est important de bien comprendre les avantages et les inconvénients à utiliser un boîtier avec un plus ou moins grand capteur. On a déjà fait plusieurs émissions dédiées à ce sujet, dont une que vous pouvez réécouter, l'épisode 2 de cette troisième saison du podcast. Bruno, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer quels sont les avantages et les inconvénients à travailler avec un boîtier équipé d'un capteur 24-36 ? L'inconvénient, c'est que c'est cher, souvent. C'est cher, les objectifs sont chers et souvent les objectifs sont un petit peu encombrants. Par contre, l'énorme avantage, surtout si vous êtes amateur de grand angle, c'est que vous avez des grands angles sans avoir besoin d'aller chercher dans les focales extrêmes. Si vous êtes amateur de portrait, vous obtenez plus facilement une faible profondeur de champ. Et si vous êtes amateur de photos nocturnes, vous montez plus facilement dans les très hautes sensibilités. Bon, après, ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'il faut monter à 102 000 ISO pour faire des photos ? Mais globalement, il ne faut pas les pousser les ISO. Voilà, faut pas les pousser. C'est le titre du podcast, Bruno. Ah bon? Voilà. Non, le 24-36, c'est vraiment le format qui fait rêver, mais si vous démarrez la photo et surtout si vous n'avez pas un budget supérieur à 1 500 €, c'est peut-être pas là qu'il faut mettre la priorité. Louis, est-ce que tu peux... même question en fait pour les boîtiers équipés de petits capteurs, micro 4 tiers et APS-C. Quels sont les avantages et les inconvénients ? Alors, le principal avantage du micro 4 tiers, c'est l'encombrement en fait. C'est qu'on obtient des boîtiers assez petits avec des objectifs tout aussi petits. C'était hyper intéressant au début de l'hybride, même si maintenant on a des boîtiers plein format qui sont plus petits que certains boîtiers micro 4 tiers. Après, voilà, passer ce faible encombrement qui se traduit aussi souvent par un prix moindre, on est aujourd'hui sur des capteurs qui sont un peu vieillissants, qui sont moins définis, donc on aura des photos toujours un peu moins détaillées et surtout, on parlait de l'avantage du plein format pour les photos en basse lumière. Là, au micro 4 tiers, ça devient plus un inconvénient qu'autre chose parce que dès que la lumière vient un peu abaisser, tout de suite, on va se retrouver avec beaucoup de bruit sur la photo et c'est difficilement exploitable. Et pareil, pour les portraits, on a une profondeur de champ qui est bien plus grande et donc du coup, on aura moins cet effet un peu flou, un peu bokeh qui est souvent recherché pour les amateurs de portraits. Mais pour les zooms, pour le coup, il y a un avantage qui est indéniable, c'est qu'on a un petit facteur de conversion à appliquer au focal qui est très valorisant. Oui. On utilise un 100 mm sur un boîtier équipé d'un capteur micro 4 tiers, ça devient 200 mm. Si on l'utilise sur un boîtier équipé d'un capteur APS-C, ça devient grosso modo un 150 mm. 160 si vous êtes chez Canon. Oui, voilà, j'en étais sûr, de toute façon, c'était couru d'avance. Benjamin, tu peux nous parler un peu rapidement du moyen format, du coup, avantage, inconvénient ? Les avantages, ça va être un petit peu tout ce qu'a dit Bruno, augmenté d'un cran, puisqu'on est sur une taille de capteur au-dessus du 24-36. Alors, moyen format, il y a certaines personnes chez Fujifilm qui auraient les poils hérissés en entendant ça, parce qu'eux, ils parlent de... Grand format numérique. Je sais pas, format large ou grand format, bon, peu importe. Au final, c'est effectivement un format qui est un petit peu au-dessus du 24-36, puisque la taille de capteur, c'est 32,8 x 43 mm. Donc les avantages, ça va être une qualité d'image supérieure à tous les niveaux, en basse lumière, en restitution de bokeh, etc. Mais ça va être aussi beaucoup plus d'inertie et moins de célérité sur des sujets en mouvement, un autofocus un tout petit peu plus poussif, sauf sur les GFX 100 et 100S qui sont des boîtiers qui ne sont pas forcément abordables pour le commun des mortels, on y reviendra. Et il y a beaucoup moins d'acteurs aussi, mais parmi les deux constructeurs qui proposent des systèmes, on va dire, abordables dans le cadre d'un guide d'achat, on citera notamment Ricoh et Fujifilm, bien sûr.
Alors au-delà de ces considérations techniques et pratiques, il y a aussi évidemment la question du prix, du choix entre un achat neuf ou un achat d'occasion, et pour les personnes qui viennent du monde du réflexe, de la rétrocompatibilité de leurs objectifs. Bruno, si j'ai bien compris, plus les capteurs ils sont grands, plus c'est cher. Schématiquement, oui. Même D'accord. s'il y a des exceptions, comme Ah. l'a souligné Louis. Il y a des petites nuances quand même. Oui, c'est un haut de gamme, très haut de gamme, 24, un haut de gamme, très haut de gamme, micro 4 tiers et APS-C sera souvent plus cher qu'un 24-36 et fera souvent mieux et plus de choses qu'un 24-36. Oh là là, ça va pas nous Tu veux aider dire dans qu'un notre sélection, EM1X ça. fera mieux qu'un RP? Qu'un 2436 d'entrée de gamme. De toute façon, RP fera des choses moins bien que tout. Donc. Ok. Et Louis, du coup, est-ce qu'on peut utiliser des optiques réflexes sur des hybrides? Alors, on peut nativement, on ne peut pas le faire. Pour pouvoir le faire, il faut utiliser des bagues d'adaptation. Certains constructeurs proposent des bagues d'adaptation pour utiliser leurs optiques réflexes sur leur boîtier hybride. C'est ce que propose Nikon, c'est ce que propose Canon, c'est ce que propose Sony. Et après, il existe des constructeurs tiers pour adapter, je ne sais pas moi, une optique plein format Canon sur un boîtier micro 4 tiers Olympus. Ouais, mais OM là, on n'a System. pas d'automatisme, là. Ça dépend. Ouais, Si avec en Metabones, proposent, par certains en exemple, proposent, mais, si. mais les bagues deviennent aussi chères qu'un objectif, donc des fois ça fait relativiser l'investissement. Il y a même des D'accord. réducteurs de focale Ouais. qui font gagner même de l'ouverture. Enfin, je citais Metabones, ils en font Partie partie. booster. Ouais. Bon, en tout Mais cas, ça se paye. Hein. ça veut dire que sur le papier, si on souhaite passer à l'hybride, on n'est pas forcément obligé d'acheter un boîtier et des optiques. On peut commencer avec ses objectifs réflexes, en Ça- quelque sorte. Alors j'ai envie de dire, ça va vraiment dépendre des constructeurs, parce qu'on sait par exemple que Canon, avec ses bagues propriétaires, garantit un autofocus équivalent avec les optiques réflexes sur hybride, à quasiment tous les objectifs. C'est pas forcément le cas de tous les constructeurs, c'est pas forcément le cas de toutes les bagues. Si on prend une bague d'entrée de gamme qui coûte moins de 100 €, qu'on la monte sur un boîtier X avec un objectif Y, on peut se retrouver avec un autofocus vraiment datant des années 90. Mais ça reste fonctionnel après. Pour s'initier, pour commencer, plutôt que changer tout son parc optique, ça reste une possibilité assez intéressante. Ouais, c'est vrai. Et il y a Nikon aussi, tu parles de Canon, Nikon qui vient de sortir une FTZ2 Ouais. qui prouve bien aussi qu'il y a un intérêt quand même à mettre ces bagues-là. Et pour l'avoir testé, la première FTZ qui était, c'est vrai, un peu encombrante. Alors, faut pas aussi occulter ça. Hein. Les bagues, ça permet de monter des optiques ancienne génération. Ça peut faire monter aussi le ratio poids encombrement. On y reviendra peut-être, mais ça fait partie des critères de choix ou des raisons pour lesquelles on basculerait vers les 100 miroirs. Donc, ça montre bien quand même qu'il y a un intérêt avec les bagues à exploiter des optiques qu'on aurait déjà. Donc, la question, c'est regarder d'abord les optiques dont on dispose, peut-être avant de jeter son dévolu sur un nouveau système, aller vers une nouvelle marque, etc. C'est Très dommage, bien. c'est la semaine prochaine, les optiques. Mais on en parlera la semaine prochaine Ouais. aussi. Et puis même les optiques dont vous disposez, y compris les objectifs argentiques à mise au point manuelle. Ah et oui, là, pour le ah oui. coup, c'est un festin parce qu'il y a des bagues pour tout, pour aller sur tout. Donc, vous pouvez mettre du Canon sur du Nikon sur du Canon, du Leica sur de l'Olympus sur du je sais pas moi, du Fujifilm. Et ça, c'est quelque chose, surtout pour les gens qui commencent et ou qui auraient hérité d'un parc optique familial. C'est quelque chose qui est super intéressant. Et oui, c'est vrai qu'avec les hybrides, c'est beaucoup plus facile dans l'usage d'utiliser ces anciennes optiques à mise au point manuel avec des technologies d'assistance, autofocus, le focus picking, le zoom dans l'image en temps réel, ce genre de choses. Ouais, puis Louis parlait tout à l'heure des images très piquées dans les actus. Là, on peut avoir des rendus un peu plus crémeux, un peu plus soyeux, des images moins parfaites, mais qui ont une identité. Enfin, moi, ça me parle. Et j'ajoute également que désormais, la majorité des hybrides, toutes tailles de capteurs confondus, sont stabilisés en interne. Donc ça, c'est royal pour les très vieux objectifs et pour les gens qui aiment un petit peu bouger quand ils font des photos. Bon, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pour notre grande sélection de boîtiers, on vous propose d'écouter le témoignage de Ronnie Studient, qui gère la boutique Images Photo Lyon et qui va nous donner ses recommandations, ses conseils pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans la photo et la vidéo avec un système hybride et surtout le budget qu'il doit prévoir pour s'équiper. On l'écoute. Déjà, c'est vrai que la première chose, c'est de voir est-ce qu'on intègre la photo et la vidéo ou est-ce qu'on intègre la photo seule. Au niveau du budget et au niveau du choix des produits, forcément, ça va un petit peu changer. En gros, nous, ce qu'on propose en magasin, pour débuter en hybride, par exemple, sur la photo, on a des boîtiers, par exemple, en micro 4 tiers comme le GX9,
ou en APS-C comme le XS10 ou encore l'Alpha 6400 chez Sony, qui en fonction de l'optique vont osciller entre 700 et 1000 euros. On a des très bonnes performances photo. En vidéo, ça permet de débuter, mais c'est vrai que pour un vidéaste qui va rechercher que ce soit de la possibilité de faire du ralenti, que ce soit des codecs particuliers, sur cette gamme-là, on ne trouvera pas. Mais par contre, ça permet déjà de démarrer. Ensuite, lorsqu'on va vouloir monter un petit peu en gamme, on va avoir le choix de rester en APS-C avec des boîtiers comme le XT4 ou l'Alpha 6600, qui pour le coup sont vraiment des très bons produits à 1500 euros à peu près, 2000 euros avec optique pour faire photo et vidéo, ou passer en plein format. Si on place en plein format, là on arrive un peu dans la grande bataille, quoi. C'est-à-dire entre aujourd'hui Sony avec le fameux Alpha 7 III qui, même si l'Alpha 7 IV arrive dans les prochaines semaines, reste un très très bon produit à moins de 2000 euros pour un boîtier nu, mais aussi Panasonic avec le S5, avec Nikon le Z6 II et le R6 de Canon. On est aujourd'hui dans une situation un petit peu inédite, on va dire, depuis des années, c'est que toutes les marques ont des réponses extrêmement performantes au niveau de l'hybride, en photo comme en vidéo. Ce qui peut faire la différence entre les produits, ça peut être l'appartenance à un parc optique, c'est-à-dire que tu es déjà au préalable chez Canon, chez Nikon, tu as des optiques à réutiliser, bien, tu vas peut-être plus naturellement te diriger vers l'une ou l'autre de ces marques. Si tu commences et que tu n'as rien du tout, là encore, le parc optique peut être un élément pour moi de choix très important. Et c'est vrai que pour le coup, Sony en priorité et même Panasonic, qui sont installés dans l'hybride en full frame notamment depuis déjà plusieurs années, offrent un choix plus large avec également les optiques Sigma et Tamron qui sont aujourd'hui en nombre assez important et principalement dans la monture Sony et dans la monture Leica. Bon bah c'est vrai ça, Benjamin, il a raison, Ronnie. Maintenant, toutes les marques ont des gammes très complètes à tous les prix en hybride. Absolument. Il faut quand même partir de l'optique. Moi, je retiens ça parmi tout ce qu'il a dit, donc c'est très bien. Ça légitime le fait qu'on consacre une émission la semaine prochaine à l'optique. Ces deux émissions seront donc complémentaires. Il faut d'abord partir de son parc optique avant d'investir un univers. Et il est vrai qu'aujourd'hui, à la fois en photo et en vidéo, toutes les marques luttent presque à armes égales. Il est vrai que sur le segment d'entrée de gamme, il est difficile de trouver des appareils vraiment performants avec beaucoup d'outils en vidéo. Mais si on regarde tous les constructeurs, notamment Fuji, Nikon, ont rattrapé les puristes que sont Sony, Lumix ou Canon sur ce segment-là. Alors, on va commencer notre sélection avec les boîtiers équipés de capteurs micro 4 tiers. Donc, il y a deux constructeurs qui sont présents sur ce créneau-là. C'est Panasonic, Lumix et Olympus. Première question, le meilleur rapport qualité-prix. Louis. Alors, pour nous, au numérique et aussi pour moi, ce qui est peut-être le meilleur rapport qualité-prix en ce moment chez les micro 4 tiers, c'est le Panasonic Lumix G9, en fait, qui est un boîtier, en fait, c'est même... Il pourrait presque regrouper, être dans toutes les sous-catégories qu'on va aborder après, puisqu'il est assez bon en vidéo. C'est un boîtier qui fait 20 mégapixels, qui a une rafale formidable, qui monte jusqu'à 60 images secondes avec autofocus. C'est un boîtier qui est tropicalisé, c'est un boîtier qui a une prise en main vraiment experte. Et pourtant, contrairement à ses concurrents, c'est un boîtier maintenant qui est sous les 900 euros. Alors qu'il y a 2 fois le prix, des fois, pour son rival le plus direct, qui est le Olympus OMD EM1X, qui partage beaucoup de ses caractéristiques. Après, on parlait du micro 4 tiers en disant tout à l'heure que c'était plus petit, que c'était moins encombrant, que c'était plus pratique à transporter. Là, sur le G9, on est clairement sur un boîtier qui fait la taille d'un réflexe d'antan. C'est un peu le mantra de Panasonic actuellement, de proposer des boîtiers experts assez costauds. On le voit sur le plein format, on le voit sur le micro 4 tiers. Donc du coup, voilà, on a un boîtier très performant en micro 4 tiers qui est un très bon rapport qualité-prix. Par contre, voilà, qui est plus gros qu'un Sony Alpha ou même qu'un Canon R5, R6. Bruno, est-ce que tu as une alternative à proposer ? Oui, alors tu as cité le G9, boîtier que j'adore également, mais si vous n'avez pas 900 € à mettre, on va rester chez Panasonic et pour un budget encore inférieur, il y a le GX9 qui a le même capteur et le même processeur que le G9, mais qui a l'énorme avantage de pouvoir se glisser dans une poche et qui en ce moment est régulièrement vendu en kit pour moins de 700 € avec un 25 1.7, avec un zoom 12-32. Voilà. Pour quelqu'un qui démarrait la photographie et ne voudrait pas sacrifier la qualité d'image ni l'encombrement, à mon sens, c'est le top. Par contre, on se prive de la tropicalisation, parce qu'il faut bien se priver de quelque chose.
et on se prive d'un écran sur rotule, mais à part cela, c'est un petit peu le cadeau à faire aux débutants en photographie et même un boîtier secondaire à toujours avoir sur soi. Et en plus, dans certaines enseignes, une en particulier, il y a un abonnement offert au magazine. Non mais c'est vrai, avec le À GX9 Triple retrouver Clip. à la Fnac. Petite auto-promo. Petite auto-promo. C'est un magazine, c'est super bien. Franchement, si vous connaissez pas, Réponse photo. c'est bien aussi, hein, mais ils ont pas de podcast. Tu reviendras plus, c'est fini. Bruno, le plus performant, si on enlève toute considération de prix du coup en micro 4 tiers, on irait sur quoi? Compliqué. Actuellement, comme les gammes sont pas très 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 renouvelées, j'irai naturellement vers le GH5 Mark II. Mais ça se tient à un cheveu par rapport au reste. Olympus n'a rien sorti d'intéressant depuis un petit moment. Le G9 fait toujours très bonne figure. Le GH5 fait toujours très bonne figure. Donc j'ai envie de dire n'importe quel haut de gamme Panasonic ou Lumix qui reste dans votre gamme de prix. Louis? Je mentionnais tout à l'heure le OMD M1X qui est un peu plus ancien pour le coup, qui est un gros hybride. C'est le monobloc. truc pro d'Olympus, hein, C'est ça, c'est ça. c'est un pro d'Olympus, voilà, c'est un monobloc. Après, il a exactement les mêmes spécificités à peu de choses près que le G9, sauf qu'il coûte 2 fois le prix. Donc voilà, on a un appareil très très performant, peut-être moins poussé en vidéo que le GH5 II, mais voilà, pour des photos de sport, pour des photos animalières, et pour les photos de tous les jours, si on veut mettre un truc de 1,5 kg dans sa poche, c'est assez intéressant. Mais c'est très gros, quoi. Ouais, je préfère perso le M1 Mark III qui est juste plus compact et qui a quasiment les mêmes specs en fait. Et pour faire de la vidéo, du coup, c'est quoi le mieux en micro 4 tiers? Ah, le mieux à l'heure actuelle, ça pourrait être le GH5 Mark II. Oui, mais on va attendre le GH6 peut-être en tout début d'année. Hervé, bah ça, ouais, on l'attend en tout cas. En tout cas, il est en développement. Non, moi, je dirais le GH5 tout simplement. Le GH5 qui reste vraiment un formidable outil, notamment avec les optiques OIS, la double stab qui permet de filmer à main levée. Je l'ai beaucoup utilisé dans ce cadre-là. Il a à peu près tout ce dont on a besoin pour faire de la vidéo, même broadcast. Et je dirais, j'en reviens à ce que disait Louis sur le G9. Parce que depuis la mise à jour 2.0 du G9, on peut aussi faire maintenant de la 4K 25p, donc la 4K en 4.2 de 10 bits en interne sur le G9, par exemple. Enfin, on commence à avoir des specs vidéo issus du GH5 dans un boîtier qui était d'abord taillé pour la photo, qui devient polyvalent. Donc GH5, G9, quelqu'un qui a un G9 qui faisait de la photo, qui veut faire de la vidéo, il met à jour son boîtier, il a un mini GH5 et il peut faire de la vidéo. Et voilà, et je garderai un peu des sous pour acheter de l'optique plutôt que d'acheter le GH5 II qui va principalement servir pour du streaming. Voilà. Si vous voulez faire du streaming de la vidéo illimitée en continu, ou alors vraiment avoir un petit peu plus de performance en basse lumière, là j'irai même plutôt sur le GH5S, qui n'est pas stabilisé, mais qui a un rendu extraordinaire en basse lumière. 10 millions de pixels seulement, mais l'équivalent des A7S chez Sony en plein format. Parfait. On passe au boîtier équipé d'un capteur au format APS-C. Donc là, il y a un peu plus d'acteurs sur ce marché-là. Fujifilm, évidemment, mais aussi Canon, Nikon et Sony. Bruno, qu'est-ce qui est le top en APS-C? Le Fujifilm X-T4. Il a absolument tout ce qu'on demande de boîtier pro. Il est tropicalisé, il a toutes les fonctions, il fait des images qui sont magnifiques. Vous sortez une photo de X-T4 incapable de dire si c'est de la PSC, si c'est du 24-36. La gamme optique qui va avec est absolument, je veux dire, délicieuse. Parce que les optiques sont bons, ils sont agréables à utiliser, ils sont bien construits, ils ont une bague de diaphragme la plupart du temps, ils ont une mise au point qui peut se débrayer pour passer du clutch. Enfin, et en plus, il est plus si cher que ça. Il est aux environs de 1600, 1650 €. Il existe en silver, il existe en noir. Pour moins de 2000 €, et justement pour les personnes qui hésiteraient entre 24-36 ou pas, le XT4, c'est la recommandation absolue. Et en plus, les menus sont plus sympas que ceux de chez Sony. Et ceux qui n'en ont rien à faire de la stab, le XT3 reste très compétitif, je trouve. Enfin, c'est un super boîtier aussi. Louis? Alors le XT4, je suis totalement d'accord, c'est vrai que c'est peut-être le meilleur boîtier APS-C du moment, indéniablement. Je suis toujours un petit peu mitigé quant aux performances de capteur de chez Fuji, parce que beaucoup aiment bien le X-Trans, aiment bien ce rendu un peu particulier. Après, l'avantage chez Sony, c'est que justement, ils ont des capteurs toujours pour ceux qui un peu plus piqués, pour ceux vraiment qui cherchent vraiment le maximum de détails. Chez Sony, on est un peu devant, et surtout, on est devant chez Sony en termes de dynamique, en termes de restitution en basse. Sur un A6400 par exemple? A6400 ou A6600 pour mettre directement en face de chez Fuji. Mais après, c'est un peu le seul avantage
de Sony sur ce marché-là, avec peut-être un suivi autofocus un peu meilleur, parce que c'est vrai que le XT4 quand même, il est plus joli, mais bon, ça c'est objectif, c'est pas objectif. Mais voilà, il a une meilleure gueule, il a une meilleure prise en main, il est stabilisé, il est plus cher que ça. Enfin, il a un peu des boutons veux-tu en voilà pour une esthétique un peu vintage. Et puis il y a plus d'optique, surtout en APS-C chez Fujifilm, quoi. Ok. Et sur quelqu'un qui voudrait démarrer, donc qui n'a pas un budget complètement délirant, en APS-C, un petit kit qu'on pourrait proposer, Louis? Alors là, le kit de base, je me prends un peu de cours. Après moi, si je devais proposer un boîtier pour démarrer en APS-C, on resterait chez Fuji à mon avis. Donc on serait soit sur du XT30, XT32, c'est le même appareil avec juste un écran revu, ou alors le XS10, qui franchement est un appareil qui est un peu coup de cœur pour nous aussi. Parce Qui est un mini XT4 en fait. Qui est un mini XT4, qui est un Ouais. peu plus gros que le XT30, mais on n'est pas sur des gros volumes non plus. Mais Qui qui a a la une- stabilisation. Ouais. Qui a une Ouais, stabilisation, qui a un design un peu différent, un peu plus rugueux, quoi, un peu moins charmant et vintage que les XT4, 3, 30. Ouais, puis un écran sur rotule, c'est pas mal. Ouais, un écran Quand sur on rotule, l'avait c'est mis pas mal. sur le XT4. Non, surtout, c'est un très bon rapport qualité-prix, quoi, le XS10, indéniablement, quoi. Bruno, une recommandation peut-être chez Canon et Nikon qui font quand même des hybrides au format APS-C qui sont complètement balayés là. En fait, chez Nikon, le seul APS-C qui m'intéresserait, parce qu'il a de la gueule, c'est le ZFC. Et on met de côté toutes les Ah, il est considérations cool, celui-là. de Moi, je l'aime performance, bien. toutes les considérations d'autofocus. C'est vraiment, pour le coup, un boîtier coup de cœur. Vous l'achetez pour vous faire plaisir. Et parce que, en plus, il fait des images qui sont sympas sans non plus être extraordinaires. Mais voilà, il a vraiment de la gueule. Contrairement, et l'avantage énorme, c'est qu'il utilise la monture Z. Donc, si au besoin, vous voulez passer au 24-36, ben, d'une part, vous aurez déjà les objectifs, et surtout, ben, si vous ne voulez pas acheter un objectif dédié à PSC, vous achetez l'objectif pour du 24-36, et après vous verrez. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur le ZFC. Moi, pour l'avoir testé cet été, j'étais très sceptique. Parce que je faisais partie des déçus du DF à l'époque. J'en attendais beaucoup. Et puis finalement, je n'avais pas été totalement convaincu entre ce mariage modernité-vintage. Et là, il faut reconnaître que même auprès de gens qui ne sont pas forcément touchés par les appareils photo de manière générale, mais j'ai pu le vérifier auprès de ma famille ou d'amis, etc., il est sexy ce boîtier. Il parle aux gens. Et en plus, il fait plutôt belles images. Donc après, la faiblesse pour l'instant, ce serait la gamme optique DX en monture Z. Mais comme tu l'as dit, on peut mettre tout le parc 24-36 en monture Z, qui est un petit peu plus volumineux, un petit peu plus onéreux quand même, ou via la bague mettre d'anciennes optiques Nikkor. Donc pas mal, ouais, le ZFC. Ok, ça marche. Et pour la vidéo, est-ce qu'il y a un modèle qui se démarque équipé d'un capteur APS-C? Non, mais histoire d'enfoncer le clou, le XT4. Faut quand même, non mais faut préciser. En plus, pour ceux qui ne jurent que par le Super 35 en vidéo, le XT4 il fait tout. Il fait de la 4K UHD, DCI, 200 mégabits par seconde, je crois en interne, 422 10 bits. Enfin, le slow motion à 200 images par seconde en 1080p. Il est vraiment assez excellent et il est loin le temps où Fuji était bien loin dernier de la classe en vidéo. Ouais, enfin en vidéo, Sur le il XT1, y a d'ailleurs. les modèles Sony, ils envoient un peu du pâté quand même. Bah, ils envoient du pâté quand on met le nez dedans, quand on regarde vraiment les specs de près. Donc si on même objectivement à caractéristiques égales, entre un A6600 et un XT4, moi je vais sur le XT4. Après, sur le segment 24-36, c'est un autre débat, et de toute façon, Fuji n'est pas là. Et il y aura plus match entre Lumix et Sony sur le haut de gamme. Ouais. Après, il y a deux très bons arguments pour le Sony Alpha 6600, et je vais défendre Sony pour une fois. Le suivi autofocus est un chouïa meilleur. Et surtout, si vraiment vous faites beaucoup de vidéos, c'est intéressant d'avoir en caméra secondaire un APS-C quant à faire du même constructeur, histoire de ne pas s'embêter à avoir deux jeux de gamme optique et deux jeux d'accessoires. Donc si vous shootez, on en reparlera avec un Alpha 7 ou autre chose, avoir un Alpha 6600 qui est un petit peu plus compact et peut-être permettra En caméra B, ouais. en caméra B et d'avoir de pouvoir disposer dans des endroits moins accessibles, c'est quelque chose qui peut être chouette. Parfait. On continue, on avance. Alors avant d'attaquer la grande catégorie reine de cette sélection de produits, à savoir les hybrides équipés de capteurs 24-36 mm, on vous propose d'écouter le témoignage de Hervé Makudinski de DxOMark. Il nous donne son top 5 des meilleurs hybrides à l'heure actuelle selon les critères de test de DxOMark. On l'écoute.
Alors pour le top 3 des hybrides pour les années 2020-2021, le troisième, c'est le Canon EOS R5, qui a un score des DxOMark de 95 actuellement, qui le place dans la troisième position. C'est un boîtier qui est sorti en juillet 2020, 45 mégapixels, très bon résultat en portrait, en landscape et en sport. Ça, c'est des scores capteurs. Donc, c'est principalement des scores qui vont permettre d'identifier la capacité des capteurs à vous fournir des RAW très propres et qui vont pouvoir ensuite fournir des belles images. Ensuite, en deuxième position, vous avez le Sony A1, qui lui est sorti en 2021, donc en janvier. Alors, 50 mégapixels, full frame, à peu près le même type de résultat que ce que vous avez sur Canon, avec quand même quelques améliorations notables, notamment dans les bases ISO, sur la partie dynamique principalement. En termes de bruit, si on parle en termes de bruit pur, donc photonique, c'est des capteurs qui sont très similaires. Là, en gII, les principales différences se jouent sur la dynamique. Et ensuite, le meilleur boîtier qu'on a pour le moment dans notre base, c'est le Nikon Z7 II, donc qui lui est sorti en octobre 2020. Très très bon boîtier, 45 mégapixels. Alors c'est intéressant de noter que les trois meilleurs devices, c'est vraiment les trois capteurs haute résolution. En parallèle de ça, pour ceux qui souhaiteraient des résolutions un peu plus faibles, il y a d'autres capteurs qui sont plutôt bien classés dans la base. Donc, j'aurais tendance à lister le Sony A7C, le Leica SL2 et le Panasonic Lumix DSC5. Donc, ces deux boîtiers-là sont des 24 mégapixels qui fournissent aussi des performances capteurs assez remarquables. Ensuite, pour finir la sélection, je me disais que c'était aussi utile de parler des capteurs APS-C pour ceux qui souhaitent des formats peut-être un peu plus petits. Donc le GH5 II est une belle update côté Panasonic, avec notamment une belle amélioration des capacités en capture low light, et quelques boîtiers qui ne sont pas testés encore sur la base des DxOMark, mais qui pourraient rentrer dans ces classements. Chez Fuji, vous avez le moyen format GFX 50, vous avez le XT30 qui est certainement aussi très intéressant. Et les deux derniers boîtiers qui ont été annoncés vraiment récemment, donc le Nikon Z9 et le Sony A7 IV, qui sont amenés à rentrer clairement dans le top 5 de ce classement à partir des spécifications, mais on aura les résultats un petit peu plus tard. Alors voilà, hein, évidemment, ce top boîtier proposé par DxO se base sur leurs mesures, et c'est comme il le dit, hein, les performances capteurs pures. Il n'y a aucune considération de prise en main, de retour d'expérience sur le terrain. Ce que vous, dans les magazines, que ce soit sur le monde de la photo ou sur les numériques, vous faites en parallèle de ça. Ok, on y va. Louis, est-ce que tu peux nous donner un peu tes recommandations pour le meilleur rapport qualité-prix avec un hybride 24-36 ? Alors, à un niveau meilleur rapport qualité-prix pour un hybride 24-36, moi je conseillerais le Panasonic Lumix S5. Là, on a un boîtier 24-36 qui a un peu de la gueule, qui est bien plus petit que ses pairs S1, S1H, S1R chez Panasonic, donc il peut être facilement transportable par le commun des mortels. Et en plus qui dispose de fonctions photo, vidéo très avancées. On a un appareil qui approche maintenant les 1500-1600 €, donc qui est au même prix qu'un XT4 et que certains boîtiers micro 4 tiers, qui dispose d'un parc optique qui commence à se faire de plus en plus conséquent, parce qu'on est quand même sur la monture L, qui regroupe Panasonic, Leica et Sigma. Donc on a avec Sigma et Panasonic, on a des optiques assez abordables. Vous pouvez toujours monter des optiques Leica, si vous voulez, sur votre Panasonic S5, mais elles coûteront 5 ou 6 fois le prix de l'appareil, donc c'est pas forcément très rentable. Elles pèseront aussi 3 fois le poids. Oui, voilà. Mais voilà, le S5, c'est vraiment un peu le meilleur c'est pas le meilleur appareil pour le sport, par exemple, ou pour la réactivité, mais pour la photo de tous les jours, pour faire de la vidéo, pour faire des portraits, du reportage, on est sur un appareil très polyvalent et tout à fait capable. Bruno ? J'aime être d'accord avec Louis. Non, c'est très clairement Unanimité sur le S5, j'ai l'impression. Là. Alors si on parle de rapport qualité-prix et avec aussi les conditions qu'a émises Louis, qui sont super importantes dans certaines... Voilà. Mais d'une manière générale, pour quelqu'un qui voudrait un 24-36 sans, entre guillemets, se ruiner, tout est relatif, qui voudrait être à la fois assez poussé en photo et surtout en vidéo, le S5 en vidéo, c'est un mini S1H. À part l'absence du ventilateur et de certaines fonctions que très peu de gens finalement pas de hall intra utilisent, et que du long gop. Ouais, voilà. Mais là, on est sur des considérations très broadcast. Voilà, il fait de l'anamorphique. Ouais. Ça, c'est un truc on fait des trucs de fou avec le S5. Mon seul petit regret avec le S5, c'est que, contrairement au G9 qu'on a évoqué tout à l'heure, il a perdu l'écran secondaire.
Ça, on va dire que c'est du chipotage. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. En plus, il utilise les mêmes batteries que le GH5. Donc, vous pouvez avoir les deux. C'est génial. Non, c'est vrai que c'est très bien. En plus, il y a des offres assez fracassantes en ce moment le concernant pour s'équiper avec 2 optiques ou un écran secondaire en vidéo, etc. Le bémol, et il faut le souligner quand même, c'est que l'autofocus, si on veut suivre un sujet rapide, il va être en dessous de certains concurrents. Et notamment en photo d'action après de sport, notamment, il ne va pas avoir une cadence qui permettra de suivre des actions rapides. Mais pour tout le reste et dans tous les cas de figure, et notamment en vidéo, c'est sûr que c'est le meilleur choix à l'heure actuelle en termes de rapport qualité-prix. Louis, le plus performant, la Rolls-Royce des hybrides 24-36. Bon, alors là, on va pas non plus faire quelque chose de très original, mais actuellement, le plus performant, sans vouloir se mentir, on partirait sur le Sony Alpha 1 quand même, qui est bon, qui est excessivement cher, du coup, qui est le prix d'un réflexe pro, qui est à 7300 €, mais il fait tout, il vous fait de la 8K, il vous fait un suivi autofocus limite des poissons sous l'eau, il vous fait 30 images secondes en rafale, il a un capteur de 50 mégapixels stabilisé, rétro-éclairé, et tout ça dans un boîtier, alors certains n'aiment pas, mais dans le boîtier un peu classique des Sony Alpha, qui est plus petit qu'un micro 4 tiers, qui est tropicalisé, et qu'on peut amener partout, et en plus, moi c'est un boîtier un peu, pas coup de cœur, parce que quand même j'ai pas toujours les moyens de m'en servir, mais c'est vraiment un boîtier exceptionnel. Certains lui reprocheront un petit peu des menus toujours un peu abscons, même s'ils ont été améliorés, et un peu un design qui est moins charmant que d'autres, moins ergonomique, mais on est sur un boîtier exceptionnel, doté d'optique, d'un parc optique toujours plus performant. En plus, chez Sony, ils font vraiment des objectifs maintenant, on peut plus dire que c'est plus des opticiens, quoi. Ils font vraiment un très bon travail. Donc voilà, si vous avez 7300 €, 8000 ou 8500 € à mettre, parce qu'il faut compter une optique avec, bon bah voilà, le Sony Alpha 1, vous ne serez pas déçus, quoi. Bruno? J'ai beaucoup aimé l'Alpha 1 également, mais à ce niveau de gamme de prix, on peut se permettre, entre guillemets, de ne pas regarder les specs purs et durs et privilégier son confort et ses envies et ses habitudes de travail. J'ai énormément aimé l'EOS R5. C'est probablement Qualité le d'image. premier boîtier Canon que j'aime depuis 10 ans. Qualité d'image exceptionnelle, stabilisation qui marche de fou. Je l'avais testé avec le 800 mm f11, qui n'est pas un objectif facile. Et avec ça, on peut faire des photos au 1/6 de seconde, à main levée. C'est assez dingue. On met de côté le fait que quand vous faites de la 8K avec, vous pouvez cuire en œuf, mais sinon, voilà, j'ai rien à reprocher du tout à ce boîtier, sauf peut-être d'être un petit peu trop sérieux. Et dans ce cas-là, je ferai le même reproche au Nikon Z7 II, qui est foncièrement le même mais pas pareil, avec des menus les mêmes mais pas pareils. Et vous pouvez pas faire de mauvais choix. C'est entre les deux. C'est quand même finalement difficile de répondre de manière tranchée à cette question sans avoir réellement testé le Z9 aussi. Bah c'est ça, sera peut-être plus pour l'année prochaine, celui-là Ouais, pour le coup. Parce que le Z9 promet beaucoup sur le papier. Donc il faudra un peu attendre de voir ce qu'il donne, à la fois en photo et en vidéo, avec cette histoire aussi de repropriétaire. Enfin, Nikon a un peu surpris tout le monde à ce niveau-là. Après, il y a 2 équipes, quoi. Il y a les amateurs de monobloc et puis, comme Louis, les gens qui préfèrent peut-être les boîtiers sans poignée intégrée. Donc voilà, ça se discute à voir. Côté vidéo, alors là pour le coup il y a vraiment du choix en hybride 24-36, il y a même des modèles qui sont entre guillemets un peu spécialement conçus pour cet usage. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer, Benjamin? C'est embêtant, on va reparler du S5. Là pour le coup, en termes de rapport qualité-prix, attention, et il est vrai que là on a un mini S1H comme l'a dit Bruno, c'est tout à fait vrai depuis les dernières mises à jour aussi, on en revient à ça. Le fait de pouvoir faire du RAW, de la 6K RAW en externe, de faire du 4 de 2 10 bits en interne à 50 images secondes. Alors attention, recadrage 1.5 quand on filme à 50 images secondes, mais c'est valable pour la 7.4, c'est valable pour la 7S3, c'est valable pour les S1H. Donc, Le 7S3 recadre pas. Tout le monde. À 50 images secondes, il ne recadre pas. Ah bah, oui. C'est le premier appareil Sony à pas le faire. Et ce sera l'avantage de la 7S3 du coup, mais qui vaut 2000 € plus. Donc 3000 même. Ouais, voire plus. Donc tu vois, donc finalement le S5 reste le meilleur élève. Et puis la vidéo anamorphique qui ouvre des portes. Littéralement. Enfin voilà. Avec des portes larges. Large avec Sirui qui en plus annonce une optique là aux environs de 600 €. Il n'y a pas vraiment match dans cette catégorie-là. Après, sur le haut de gamme, effectivement, la 7S3 réunit beaucoup d'ingrédients qui font que
en basse lumière, en tournage continu, illimité et en multicam. Et là, on revient peut-être à ce que disait aussi Bruno sur l'intégration de boîtiers APS-C dans son flux chez Sony, pourquoi pas. Mais rapport qualité-prix, c'est le S5. Louis, Bruno, vidéo 24-36. Tout pareil, mais j'ajouterais aussi pour la 7S3, et là c'est encore un avantage d'avoir été les premiers, c'est que l'écosystème des accessoires pour les Sony est un petit peu plus développé aujourd'hui. Mhm. Donc pour quelqu'un qui n'aurait pas le temps d'attendre, pour le coup, il n'y a pas match et c'est en défaveur du Panasonic. L'autre défaut du Panasonic, qui pourtant a énormément de qualité, c'est que sa monture a encore trop peu de bacs d'adaptation. Il y a de très bons objectifs chez Sigma, chez Panasonic et bien sûr chez Leica, mais quand on veut monter des objectifs FD qui sont très très prisés des vidéastes, des objectifs à monture F et tout ça, il n'y a pas full et on est sur du nouveau flex à plus de 150, 200 euros. Oui, puis Sony, en plus de l'écosystème, ils ont aussi un argument qu'il ne faut pas négliger, finalement c'est le point marketing, ils se sont installés maintenant en photo 24-36 et surtout en vidéo. Plein de gens étaient sur la 7S2, ça faisait 5-6 ans qu'elle n'avait pas été renouvelée, maintenant c'est la 7S3, et un peu comme Apple, de toute façon ils vont vampiriser le marché parce que le produit est très bon, peut-être un peu moins extravagant que certains produits chez Panasonic ou maintenant bientôt chez Nikon et tout ça, mais il est très capable, il est fiable, et voilà, les gens ils savaient d'où ils partaient avec la 7S2, ils ont la 7S3, et ils peuvent pas être déçus de toute façon, parce qu'il fait ce qu'on attend de lui, quoi. C'est vrai que rien que l'autonomie qui est améliorée, les menus revus, ça c'est des choses qui étaient beaucoup critiquées sur la 7S2, rien que pour ça. Ils ont joué la carte de la sobriété, mais finalement, ça a du bon aussi. Ouais. Voilà. Et si vous shootez pour Netflix, le S1H, parce que de toute façon c'est le seul qui a le droit de shooter pour Netflix. Il est certifié, ouais, la BGH1 aussi, les deux petits blocs Panasonic, ils ont le droit maintenant aussi. Ouais, mais ça reste du Panasonic. Bon Benjamin, il y a un boîtier dont on n'a pas encore parlé, pour ce qui est des hybrides 24-36 mm, l'Alpha 7 Mark IV. Alors, il faut en parler de la 7 IV, c'était un des boîtiers les plus attendus de l'année. Vu le succès qu'a connu et que connaît toujours la 7 III, c'est légitime. Il s'agit en réalité d'un petit Alpha 1 plus que d'un vrai successeur de la 7 III. Il est quand même positionné assez cher puisqu'il est au-delà de 2700 €. Mais on trouve à l'intérieur des caractéristiques dignes d'un petit boîtier pro et surtout un capteur de 33 millions de pixels inédit, une définition intermédiaire. Ça pourrait être vraiment la bonne équation entre les générations 24 millions et les 50 millions et plus. C'est vraiment intéressant le choix de cette définition, je trouve. Après, il y a des petites timidités par ailleurs sur le viseur qui aurait pu être un peu plus défini. On est sur 3,68 alors que sur la 1, l'Alpha 7S3, on est à plus de 9 millions. Ils auraient pu aller peut-être un peu plus loin là-dessus vu le prix. La vidéo aussi, il est un peu plus limité alors qu'il a les mêmes processeurs que la 7S3. Mais vraiment, Sony confirme et consolide, valide ses acquis et surtout, il bénéficie aussi, cette 4, de nouveaux menus fort bienvenus parce que les précédents étaient assez imbitables et de l'écran monté sur rotule comme la 7C, comme la 7S3. Donc c'est vraiment un beau produit, une belle réussite et ce sera sûrement un best-seller. Mais pour l'instant, en tout cas, il est beaucoup plus cher que la 7 III. Ok, on attaque la dernière catégorie de cette sélection avec les hybrides, les boîtiers équipés de capteurs à moyen format. Bruno, le meilleur rapport qualité-prix, je pense que ça va être très rapide. C'est le Fujifilm GFX 50S. 2. Ah, ils en ont sorti un 2 ? Ah oui, c'est vrai, ils ont sorti un 2. Celui-là. Oui, le 2. Même sans sortir le 2, c'était quand même ce boîtier-là. Il est plus commercialisé le 50S, donc ça va être compliqué de le conseiller. Voilà. Alors parle-nous un peu de la version 2 du coup, Louis. Alors la version 2, elle reprend exactement le même boîtier que le GFX 100S, donc on est sur un moyen format compact entre guillemets, c'est-à-dire un moyen format qui fait la taille d'un réflexe à peu près, mais avec un capteur de 50 mégapixels stabilisé. Bon, un capteur qui est un peu ancien parce qu'il a quand même moins de 10 ans, mais on a quand même tout le bénéfice du moyen format, c'est-à-dire un piqué exceptionnel, une restitution des détails qui est vraiment magique, et puis surtout, maintenant on peut se trimballer dans la rue, faire des photos de street photographie avec un moyen format, quoi. C'est assez impressionnant, et pour 4 500 €. Donc c'est un prix, mais tout à l'heure on mentionnait des boîtiers plein format, qui ont des capteurs des fois de définition inférieure et pas forcément meilleurs, qui sont bien plus chers que ce GFX 50S2, quoi. D'autant plus que les objectifs de Fujifilm sont pas si chers en vrai pour le moyen format. Et c'est tout aussi étonnant. Ils sont juste gros. Ouais, notamment le dernier zoom qu'ils ont sorti, là, le 35-110. La petite réserve, moi, que j'aimais quand même sur le 50S2, c'est l'autofocus. Moi, je trouve qu'il reste en retrait. J'étais un peu frustré, moi, lors du test. J'ai adoré le GFX 100S,
qui est vraiment un outil sublime. Et ça, je suis d'accord, faire de la street photo en moyen format, c'est un pur régal. J'ai été un peu déçu que Fuji ne reprenne pas le même système AF sur le 50S2, qui est quand même un peu plus poussif, un peu plus bruyant. Ça reste néanmoins un superbe appareil. Donc, par contre, les gens qui veulent faire de la vidéo au moyen format, il faut aller sur le 100S, à mon avis, si on veut utiliser l'autofocus. Ça reste des superbes outils et une autre manière de photographier. Bon bah voilà, on a fait le tour de la question. Donc notre sélection, votre sélection, produits hybrides, capteur micro 4 tiers, capteur APS-C, capteur 24-36 mm et capteur moyen format. Je mets un terme à cette discussion et on passe tout de suite au débrief. Nous sommes toujours avec les journalistes Bruno Labarbère et Louis Royer pour notre grande sélection des meilleurs boîtiers hybrides 2021. Bruno, Louis, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes ce qu'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce que ce serait? Bruno. Ce qui est très plaisant, c'est qu'il y a des boîtiers qui clairement font l'unanimité pour chaque catégorie, donc ça facilite énormément le guide d'achat. Je vais commencer par la PSC. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait un XT4. Si vous avez les moyens, achetez un XT4. Et si vous n'avez pas les moyens, achetez un XT30 ou un XS1. XS10. XS10. Il reste cher le XS10, attention, t'es au-delà du millier d'euros quand même. Non, il est sous 1000 euros, il a 9,999. Ouais, mais en kit, il faut une optique avec. Oui, en kit. Ouais, tu peux faire de la photo sans optique, mais C'est très surfait les objectifs. On en approche des promotions de Noël, donc à mon avis, les petits kits sous les 1000 euros seraient tentants de sortir de la part de Fujifilm. Écoute, ouais, à suivre, mais moi je l'ai pas vu à ce prix. Mais on va dire chaos technique de Fujifilm. Louis, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Il faudrait retenir que même s'ils ne sont pas encore très très présents sur le marché, enfin au niveau image, au niveau marketing, je veux dire, le Panasonic en plein format, ils ont quand même quelques arguments à faire valoir, notamment avec le S5, on était aussi tous d'accord en disant que c'est un très bon rapport qualité-prix, il est bon en photo, il est bon en vidéo, il va juste un peu rebuter ceux qui veulent faire de l'animalier peut-être ou du sport, parce que là c'est pas l'autofocus le plus vif et la rafale est assez anecdotique, mais pour ça il y a quand même plein de choix maintenant en 24-36. On n'a pas parlé du micro 4 tiers, mais le G9 a quand même aussi recueilli un peu nos suffrages. Voilà, avec les mises à jour successives, ça reste un boîtier assez emblématique. Donc, je pense que c'est lui qui prend la première place aussi. Très bien. Quels sont vos coups de cœur? On n'a pas parlé un peu des coups de cœur. Benjamin, tes coups de cœur, toi, dans les différentes catégories? Si on en a un peu parlé, c'est vrai que le S5, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est équilibré. J'aime beaucoup le Z6 II, moi. Chez Nikon, j'avais été très frustré sur les premières versions Z6, Z7 II, avec un seul slot pour carte mémoire, les XQD. Je reste un peu frustré parce que au niveau de l'écran, j'aurais aimé qu'il fasse un écran sur rotule, un peu comme Sony commence à le faire. Mais ça reste, en termes de polyvalence et de qualité de visée, d'autofocus, et moi qui ai d'anciennes optiques Nikon AIS notamment, un outil que j'aime beaucoup aussi. Louis. Alors pour les coups de cœur, pour le 24-36, même si Nikon sont de très bons produits, je trouve qu'au niveau ergonomie c'est vraiment pas mal. Moi je mettrais en avant deux produits. Alors je mettrais en avant le Canon R6 maintenant, qui même s'il a un capteur de seulement 20 mégapixels, alors c'est vraiment la tranche basse de la définition aujourd'hui, on est en fait sur un boîtier qui est très performant. On est sur un DX Mark III, l'énorme réflexe sport, mais dans un format plus petit. Il a un autofocus hyper réactif, une rafale du tonnerre, et voilà, il est bon dans toutes les situations. On peut juste lui reprocher une faible définition, mais sinon c'est vraiment un boîtier très très bon. Et sinon je mettrais aussi en avant le Sony A7 IV, donc qui est plus récent, lui qui vient de sortir, qui à mon goût est un peu cher parce qu'on a quand même un gros bond de 500 € par rapport à l'A7 III qui est sorti il y a quelques années. Mais voilà, il y a tout ce que Sony fait de mieux, avec un nouveau capteur dedans de 33 mégapixels, avec un écran sur rotule pour une fois. Il y a juste un peu la partie vidéo où on est un peu frustré parce qu'on attendait de la 6K au moins, on attendait plein d'avancées je veux dire. Et on est sur un boîtier en fait qui peut faire bien mieux que ne fait la 7S III, mais tout d'un coup qu'on a bridé. Parce que là c'est vraiment, Sony fait de la segmentation de gamme et on se retrouve avec un boîtier qui est en vidéo, un énorme crop en 4K 60p, alors qu'il n'y a pas de raison, hormis le fait de vouloir vendre plus d'A7S III, il n'y aurait pas de raison de brider cet A7 IV, quoi. Mais qui est un excellent boîtier par ailleurs. Bruno. Moi j'aurais deux coups de cœur. En 24-36, j'aime beaucoup le Leica SL2S, qui foncièrement est un Panasonic Lumix S5 rhabillé, mais joliment rhabillé,
qui a l'avantage d'avoir un viseur de 5 millions de points. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi un petit peu le défaut du S5 qui soit retenu sur ce côté-là, et d'avoir un écran secondaire. Et en plus, un Leica. Voilà, donc ça, ce petit coup de cœur en 24-36 et un APS-C. Si personnellement je devais acheter un APS-C, ce serait un Ricoh GR3X, donc qui n'est pas un hybride. Je suis désolé, je vais me faire taper sur les points. Hors catégorie. Voilà, hors catégorie, mais on a tous les avantages de l'APS-C, un super objectif, un super capteur, et ça tient à la poche. Bon, alors le Ricoh GR3X, le seul compact qui est sorti de l'année, donc ça règle le problème de cette catégorie-là. On n'a pas parlé des réflexes. Est-ce qu'on a quelque chose à dire sur les réflexes ? C'est mort. Ils sont toujours là quand même. Voilà, si des gens ont des optiques réflexes et qu'ils n'ont pas de besoin impérieux en vidéo ou en visée par écran, ma foi, pourquoi pas se faire plaisir avec un 5D Mark IV ou des boîtiers comme ça qui désormais sont à des tarifs beaucoup plus accessibles. Il ne faut pas les jeter, les réflexes, loin de là. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de shooter en 4K, qui n'ont pas besoin d'autofocus ultra rapide en live view. Mais j'ai toujours un D750 perso que j'utilise de temps à autre et ça, voilà, ça reste des boîtiers tout à fait capables. Maintenant, investir sur un système réflexe n'est pas forcément un choix pour l'avenir puisque toutes les gammes optiques sont pas appelées a priori à être renouvelées. Elles sont même arrêtées. Chez Canon, Voilà. ils ont dit qu'ils ne feraient plus d'objectifs réflexes. Donc, de toute façon, là, c'est un énorme acteur du marché qui a dit bon, nous, les réflexes, en fait, non, stop. Il y a Ricoh qui continue. Après, voilà, Oui. c'est un peu l'exception puisque ils ne sont pas sur le segment, sur le segment hybride. Donc, il y a les Pentax qui continuent à vivre. Il y a eu le K3 Mark III cette année, qu'on aurait pu citer aussi. Mais eux, ils restent isolés sur leur segment. Donc, on ne peut pas bannir les réflexes. Mais on ne peut pas non plus dire aux gens d'investir. C'est un peu comme en automobile. On va peut-être pas conseiller aux gens d'investir dans un diesel aujourd'hui. Louis, toi qui as une vision très claire aussi de ce qui se passe du côté des smartphones en mobilité, est-ce qu'il y aurait un ou deux modèles qu'on pourrait conseiller pour un photographe, là, pour le coup, vraiment Tout le monde est photographe, personne n'est photographe, évidemment. Alors, si on voulait vraiment prendre un téléphone qui réponde au mieux à nos besoins en photographie, qui se rapproche le plus de nos expériences qu'on a avec un boîtier traditionnel, il faudrait se tourner évidemment vers les nouveaux Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, qui sont peut-être les appareils photo, enfin les téléphones avec les meilleurs appareils photo du marché. Après, la gloire est toujours éphémère en smartphone, c'est que dans 6 mois, il y aura toujours mieux, il y aura toujours plus performant. Là, mais voilà, là on est sur des smartphones, ils sont tellement aidés par leurs algorithmes, par leur IA, qui proposent des photos vraiment en sortie de boîtier, entre guillemets, qui sont tout bonnement exceptionnelles. On ne peut même pas des fois avoir des résultats identiques sur son appareil en sortie de boîtier. Votre smartphone fait une photo, vous êtes un peu surpris du résultat. Avec votre boîtier, souvent il va falloir un petit peu de retouche pour faire une photo sans doute meilleure. Mais directement sortie de l'appareil, les smartphones comme les Pixel 6, Pixel 6 Pro ou les nouveaux iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, ils sont quand même assez impressionnants. Écoutez, je vous remercie infiniment pour toutes ces explications.